Alors, j'ai beaucoup de mal à rester simple après une présentation aussi élogieuse. Je vous remercie, mais effectivement, le virus nous a mis à l'épreuve. Or, la partie biologique du virus, c'est rien. Un brin d'ADN enveloppé par une capsule qui rentre dans le cerveau ou dans les poumons, et c'est tout. Tout le reste est un phénomène anthropologique, c'est-à-dire la manière d'organiser la société et surtout la manière pour nos enfants d'organiser leur environnement. Or, pendant les premiers mois de l'existence d'un enfant, c'est-à-dire pendant les 300 premiers jours de vie intra-utérine, l'enfant, beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, ressent ce que sa mère sent. Si sa mère est protégée par son histoire, par son mari, par sa famille, par la société, si la mère est sécurisée, l'enfant se débrouillera pour se développer au mieux de ses compétences et génétiques. Si la mère est insécurisée par son mari, par son histoire difficile, par la guerre, par la précarité sociale, à ce moment-là, l'enfant recevra une partie du stress de la mère. Et ce que je viens de dire, maintenant, on sait le doser et on sait le photographier. C'est-à-dire que lorsque la mère est stressée, les hormones du stress passent un peu trop dans le liquide amniotique et le bébé les déglutit. Sauf que le cortensile, la catécholamine, dans le liquide amniotique, c'est toxique pour le cerveau de l'enfant. Et l'enfant arrive au monde avec des altérations cognitives provoquées par le malheur de la mère. J'ai pas dit la mère, j'ai dit le malheur de la mère, qui fait que l'enfant arrive au monde altéré. Or, sur tout l'environnement maternel, on peut agir. On peut agir pour la sécuriser, on peut agir pour mettre en place des mécanismes d'aide ou de dépistage précoce de ces difficultés, et si on agit sur la mère et autour de la mère, l'enfant se débrouillera pour bien se développer. Après sa naissance, le bébé vit encore dans les bras de sa mère, c'est-à-dire qu'il est encore contre son corps et il reçoit intensément l'expression de ses émotions. Et là encore, on peut agir. On peut agir si le mari ne réagit pas tout à fait comme il faut, avec parfois un peu trop de violence ou d'expression des émotions toxiques pour la mère, donc toxiques pour l'enfant. Et si le foyer est stable, au moins pendant les petites années, à ce moment-là, l'enfant pourra reprendre un bon développement. Lorsqu'on constate des altérations cérébrales et affectives et psychologiques chez un enfant à ce stade de son développement, les dégâts sont très faciles à provoquer, mais les dégâts, la résilience est très facile à déclencher. Parce que le bouillonnement des neurones est tel à ce stade du développement qu'il suffit de sécuriser la mère pour que l'enfant soit sécurisé et il se débrouillera pour reprendre un bon développement résilient. En revanche, dès qu'il parle, c'est moins le corps de la mère qui est important, ce sont les récits qui entourent l'enfant. Et si les récits sont paisibles, l'enfant ne sera pas inquiété. J'ai un ami à Bordeaux qui a fait l'étude des syndromes psychotraumatiques des enfants après l'attentat des Twin Towers de New York en 2001. Il y a eu à Bordeaux énormément de syndromes psychotraumatiques faciles à diagnostiquer. Énurésie, encoprésie, troubles alimentaires, cauchemars, troubles du comportement. Ces enfants avaient un syndrome psychotraumatique pour un attentat qui avait été commis à New York. Dans le réel, ces enfants ne risquaient rien. Dans la représentation du réel, ils étaient traumatisés parce que les parents étaient anxieux et parce que la télévision passait en boucle un chef-d'œuvre de terrorisme. C'est-à-dire que là, on peut agir pour sécuriser les parents, pour empêcher le terrorisme, ça bien sûr, c'est facile à dire, et on peut entourer les parents pour que la transmission du trauma ne se fasse pas entre New York et Bordeaux. Alors cette résilience, elle est facile à déclencher. Mais l'idée nouvelle, c'est que le développement de l'enfant est un petit peu dépendant des déterminisme génétique. Lorsque un spermatozoïde rentre dans un ovule, ça peut donner qu'un enfant. Ça peut jamais donner un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais dès que j'ai dit ça, tout le reste est dû aux pressions de l'environnement sur lequel on peut agir. C'est-à-dire qu'on a un degré de liberté, on peut agir, on connaît les conditions de bon développement de l'enfant,
autour de lui, sa mère, la société, la famille, et connaissant ses bons développements, connaissant ses possibilités d'action, on a donc un degré de responsabilité. Et c'est donc un contrat social et un contrat affectif qui va permettre pendant ces 1000 premiers jours de donner à l'enfant un bon départ dans la vie, ou, si c'est raté, un départ difficile, mais on connaît aussi les facteurs de résilience, on sait comment rattraper facilement dans les premières années, mais plus on attend, plus ça sera difficile. Alors, si un enfant part mal dans la vie, il risque de prendre une trajectoire difficile et à l'adolescence ou à l'âge adulte, il faudra s'en occuper. Et les pays d'Europe du Nord, la Norvège, la Finlande, et les gens avec qui on a la chance de travailler, nous expliquent que bien s'occuper de ces enfants pendant les 1000 premiers jours, sur le plan social et sur le plan financier, c'est une bonne affaire. Ça vaut la peine de s'occuper des enfants. Merci, merci beaucoup, docteur Cyrulnik.